8 septembre prochain, le gouvernement Bayrou devrait tomber. Où il est tombé déjà si vous écoutez cet épisode après le 8 septembre. Alors, quelles sont les conséquences possibles pour l'immobilier ? Bon, il y en a deux, fondamentalement. La remontée possible des taux des crédits immobiliers et puis l'arrêt d'une réforme majeure en cours de préparation concernant la fiscalité de l'immobilier. C'est deux principales conséquences. Alors, au-delà des conséquences purement politiques, évidemment, mais qui n'est pas le cœur du sujet de mon podcast, donc je ne reviendrai pas dessus. Allez, on va traiter ces deux questions-là plus en détail. Passion Immo, épisode 119, c'est parti. Alors, déjà, avant d'aller dans le cœur de ces deux scénarios concernant la remontée possible des taux et l'arrêt, voire le report d'une réforme importante en matière immobilière, qu'est-ce qui va se passer le 8 septembre ? Bon, très rapidement, on en parle abondamment depuis déjà quelques jours. Lundi dernier, François Bayrou a fait une conférence de presse dans laquelle il a déclaré qu'il allait poser une question de confiance au Parlement, à l'Assemblée nationale. En tout cas, très vite, on a senti que l'affaire a été très mal engagée, puisqu'il y a une grande partie des groupes parlementaires qui ont dit qu'ils ne voteraient pas cette confiance. Donc, quel est le scénario le plus probable ? Le 8 septembre, François Bayrou fait sa déclaration de politique générale, il y a un vote derrière, il n'obtient pas la confiance et son gouvernement tombe, il présente sa démission. Et lui d'ailleurs a annoncé il y a quelques heures qu'il pensait avoir 5% de chance que cela passe. Ça fait pas grand-chose, donc bon, c'est un petit peu le scénario qui devrait se passer. Alors après, il y a plusieurs possibilités. Puisque à partir du moment où le gouvernement Bayrou tombe, le président de la République, c'est lui qui prend la main. Alors, première possibilité, il renomme Bayrou à son poste et le gouvernement continue, voire en étant un petit peu remanié. Est-ce que c'est une possibilité ? Tout à fait. Est-ce qu'elle est probable ? Sans doute pas. Mais c'est une possibilité. Scénario, le président de la République cherche une nouvelle personnalité, mais qui appartient à sa majorité pour continuer de gouverner avec le groupe central. Bon, alors là, voilà, autre piste, mais finalement, ce serait une forme de continuité avec une nouvelle personnalité. Troisième scénario, il nomme un autre Premier ministre, mais qui, lui, s'appuie sur une nouvelle majorité. Majorité plus à droite, majorité plus à gauche. Bon, alors là, on repartirait dans un lot de discussions, de négociations pour nommer un nouveau Premier ministre et pour former un tout nouveau gouvernement avec, sans aucun doute, là, dans ce cas, une toute nouvelle politique. Quatrième scénario, aucune des solutions, des trois premières solutions sont envisageables ou crédibles ou échouent. Bon, il dissout l'Assemblée nationale. Il dissout l'Assemblée nationale et nouvelle élection, mais, et je tiens à le rappeler parce que c'est important dans la suite, si on raisonne tout simplement en termes d'instabilité politique, ce n'est pas parce que nous aurions une dissolution que pour autant cela renverrait une majorité claire à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, quand on regarde les sondages, on voit que s'il y avait une élection, a priori, à peu de choses près, on se retrouverait de nouveau avec trois grands blocs et donc pas de majorité. Ce qui fait que ça résoudrait pas fondamentalement le problème. Donc, je m'arrête là, vous voyez, je ne mets même pas dans l'analyse politique, c'est pas le sujet, enfin en tout cas c'est pas le sujet de ce podcast. Il y a une chose en revanche qu'on sait avec certitude, c'est qu'on va connaître plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'instabilité politique, à partir du moment où le gouvernement Bayrou tombe. Alors, compte tenu de ce qu'on a déjà vécu au moment de la dissolution et au moment de la chute du gouvernement Barnier qui a abouti à la nomination du gouvernement Bayrou, c'est pas très réjouissant. Donc, si on raisonne sur ce scénario,
très probable d'instabilité politique, quelles sont les conséquences? Alors les conséquences, on peut les voir à 2 niveaux. Une remontée possible des taux des crédits immobiliers et l'arrêt ou le report d'une importante réforme, la réforme sur le statut du bailleur privé. Alors je vais prendre successivement ces 2 dossiers et puis on va regarder, qu'est-ce qui pourrait se passer. Premier dossier, la possible remontée des taux des crédits immobiliers. Alors, je dis possible, je dis pas certaine. Ceux qui ont l'habitude de m'écouter, de me voir, savent que je suis toujours extrêmement prudent. J'aime bien manier l'observation avec le plus de recul possible. Voilà, je ne lis pas dans une boule de cristal et contrairement à certains, je suis pas en train d'annoncer ce qui va se passer à coup sûr parce que la plupart du temps, on n'en sait rien et les choses sont plus complexes que des situations noires ou blanches, oui ou non, que certains parfois veulent bien le dire. Alors, si on regarde sur cette possible remontée des taux, je reviens déjà savoir où nous en sommes, d'où on vient depuis 2023. Décembre 2023, on était sur une tendance environ des taux des crédits immobiliers à 4,5%. Ce qui fait qu'on avait connu une forte période de hausse. Après, le plancher à 1%, à peu près 1%, 1,5%, auquel on a pu souscrire des crédits immobiliers pendant quand même quelques années. Donc on a eu cette remontée. Début d'année 2024, on a eu une tendance qui a commencé à s'inverser, mais à s'inverser lentement, c'était la principale caractéristique. Au cours de l'été 2024, on s'est retrouvé à 3,5%. Et aujourd'hui, si on regarde la situation en août 2025, on est entre 3 et 3,5%. Alors, attention, c'est une moyenne. Certains peuvent se voir proposer des taux plus élevés. Certains, sur de bons dossiers, peuvent se voir proposer des taux à moins de 3%, alors même si on n'est plus évidemment sur des taux à 1 ou 1,5% tels qu'on les a connus et qui risquent pas de revenir avant très longtemps. Bon, ça c'est la situation. Maintenant, je reviens sur un élément parce qu'il va avoir toute son importance pour la suite de ma démonstration, c'est comment les banques fixent leurs taux. Alors, il y a beaucoup de facteurs, je ne vais pas les détailler de manière approfondie. Il y a des facteurs qui sont liés au profil du client. Selon, en gros, que vous êtes un bon ou un client moyen, la banque va faire un effort pour vous financer. Et puis, une banque, c'est une structure qui prend des risques et qui va reporter finalement ce risque qu'elle apprécie sur le taux qu'elle va vous accorder. Donc, il est très clair que si vous êtes un client avec 500 000 euros d'épargne en banque, la banque va quand même assez aisément vous accorder un bon taux, puisque si vous n'avez pas beaucoup d'épargne, voire pas d'épargne, elle va vous accorder un taux beaucoup moins intéressant. Il y a des critères qui sont liés à la banque elle-même. Ça marche parce que il y a une banque, elle propose des crédits immobiliers, mais le but c'est quand même qu'elle gagne un peu d'argent, même si elle gagne beaucoup moins d'argent que parfois on l'imagine. Puis aussi les efforts qu'elle veut faire sur un crédit immobilier qui reste très souvent un produit d'appel parce que la banque sait très bien que en captant un client sur un crédit immobilier, derrière, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle va pouvoir lui proposer d'autres services pour lesquels il y a une marge plus importante qui est possible. Bon. Et puis, il y a des éléments extérieurs. Alors, ces éléments extérieurs, ils sont extrêmement importants, mais pas toujours faciles à appréhender. Je vais en citer que 2. La politique de la Banque centrale européenne, c'est un des éléments d'appréciation pour que les banques fixent leur taux de crédit. Et il y en a un autre, les taux des emprunts d'État à 10 ans. Qu'est-ce que c'est le taux des emprunts d'État à 10 ans? Les emprunts d'État à 10 ans, c'est un outil utilisé par les États, donc dans la France en particulier, pour se financer et notamment pour financer ces déficits budgétaires qu'elle rencontre depuis 1974, puisque je le rappelle, depuis 1974, la France n'a jamais connu de situation budgétaire excédentaire.
Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on va voir que cette histoire de taux des emprunts d'État à 10 ans va avoir une importance considérable. Alors maintenant, revenons sur la situation de la dette de la France, parce que la situation du gouvernement Bayrou, elle tient à ça quand même, très largement. Et puis, cette histoire des taux d'emprunt à 10 ans, on va les replacer dans le contexte de la situation de la dette de la France. Alors, si vous voulez une description beaucoup plus détaillée que celle que je vais faire là, je vous invite à aller vous revoir le live du jeudi 28 août, puisque j'ai très largement développé cette question. Il est disponible sur YouTube en accès direct. Je l'ai laissé, voilà. Alors là, vous pouvez aller picorer des informations plus détaillées si vous le voulez. Bon, là, je vais me contenter simplement de quelques informations, mais pour bien comprendre ce qui risque de se passer à partir du 10 septembre si on se retrouve dans une situation politique instable. Alors aujourd'hui, la dette de la France, elle est d'environ 3 350 milliards d'euros. Bon, voilà, pareil, je détaille pas comment l'augmentation ces dernières années, etc. J'en parle avec des graphiques, etc. dans ce fameux live. Le poste de la dette, qui est aussi un autre sujet, il est selon les prévisions de 2026 le deuxième de notre budget de dépenses. Et ça représente 75 milliards d'euros. C'est-à-dire que en 2026, on va consacrer 75 milliards d'euros de remboursement de notre dette. Ça veut dire que là, aujourd'hui, ce poste de la dette dans le budget de l'État, il vient devant d'autres postes comme l'enseignement ou la défense. Et il ne va pas cesser d'augmenter durant les 10 prochaines années. Voilà. Alors, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il y a une dette qui est importante, quoique quand on entend ici ou là les discours politiques, on voit bien que l'approche n'est pas tout à fait la même, et qu'il y a des divergences quand même d'appréciation. Mais en revanche, il y a un point sur lequel pas grand monde est d'accord, c'est sur la manière de résoudre la problématique de cette dette. On le voit bien dans les discours politiques des uns et des autres, ce qu'il en est. Alors, je reviens sur cet indicateur des taux des emprunts d'État à 10 ans. Pour faire simple, on va suivre ici un peu la même logique que pour un crédit classique d'une banque à l'égard de son client. Plus une banque a confiance dans son client, plus elle va lui accorder des prêts à des taux avantageux. Moins la banque a confiance en son client, elle va lui faire payer, entre guillemets, à travers des taux de crédit plus élevés. Bon, ça se passe un petit peu comme ça au niveau international quand un État veut s'endetter. Si on a très confiance dans la situation de cet État, s'il est très stable politiquement, les investisseurs vont plutôt s'engager sur des taux faibles. Et en revanche, moins on a confiance dans cet État et plus on va s'engager sur des taux élevés. Pour prendre un exemple, la Grèce, à un moment donné, au pire de la crise de la dette, elle empruntait à 30%. Elle empruntait à 30%, ce qui est absolument considérable et qui était évidemment catastrophique. Ce qui revient quand même là à faire un petit bémol sur certaines observations faites par certains. De comparer la France à la Grèce n'a aucun sens, parce que, juste pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, quand la France emprunte pour financer sa dette, elle emprunte à 3,5%. Alors c'est beaucoup plus que ce qu'on avait il y a 2 ans, mais on n'est absolument pas dans les plafonds absolument dramatiques que connaissait la Grèce, et il y a peu de risques que la France connaisse des difficultés aussi importantes. Donc il faut juste le redire pour poser les choses quand même à ce sujet-là de manière un petit peu plus objective. Alors, donc, davantage un État inspire confiance sur son assise financière et budgétaire, et plus il va emprunter à des taux faibles. Voilà. Pour faire simple, sa dette lui coûte moins cher. Donc la stabilité politique, c'est un critère important à prendre en compte pour apprécier cette valeur des taux des emprunts d'État à 10 ans. Donc vous me voyez venir sur mon appréciation. C'est-à-dire que si de nouveau on rentre dans une période politique instable, ce qui semble se dessiner pour les mois qui viennent, on risque de le payer avec des valeurs des taux d'emprunt à 10 ans beaucoup plus élevées. Alors maintenant, on va mettre un peu de nuance dans tout ça quand même.
La France, elle est en difficulté, mais elle n'est pas du tout en situation de faillite. Dire cela, c'est exagéré et caricatural. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand la France émet des obligations pour emprunter, pour financer sa dette, ça se bouscule. Voilà, selon les moments où ces obligations sont émises, on a parfois 2, 4, voire 5 ou 6 fois plus de demandes que ce que la France souhaite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut la France, elle a une signature qui est une signature crédible. Et donc, vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ces jours derniers, on a parlé de possible intervention du Fonds monétaire international, de faillite de la France, etc. Alors quand je dis ça, je ne suis pas en train de minimiser la situation budgétaire de la France, mais faillite, pas du tout, quoi. Voilà, faut faire attention un petit peu à ce qu'on dit aujourd'hui. Donc le problème, il n'est pas tant d'une éventuelle incapacité de la France à financer sa dette, c'est plutôt combien ça va lui coûter. Et c'est ça le fond du problème. Et ça risque de lui coûter de plus en plus cher. Alors je reviens à la situation d'aujourd'hui après ce rapide rappel. Après le 10 septembre, il y a quelque chose qui va être un peu problématique. On commence à en parler, mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est moi je l'intitule comme ça, la valse des agences de notation. Et là, les choses vont aller assez vite. Dès le 12 septembre, c'est-à-dire 4 jours après la chute probable du gouvernement Bayrou, l'agence Fitch va revoir la note de la France. Ensuite, de septembre à décembre, je me suis amusé à regarder les agences de notation qui allaient se succéder sur cette question-là. Il y a 6 agences qui vont revoir la notation de la France. 6. Donc c'est assez important. De toute façon, elles le font régulièrement, mais on a une concentration ici pendant quelques mois. Manque de bol, ça va intervenir après la chute possible du gouvernement, et toutes sauf une, sur les 6, sont dans une perspective négative, c'est-à-dire dans une perspective de dégradation de la note de la France. Donc voilà, c'est un petit peu le problème qui risque de se produire ici. Alors, les conséquences ici d'une dégradation. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que les deux facteurs, instabilité politique et agence de notation qui pourraient revoir à la baisse leurs notes, ça peut avoir des conséquences sur les taux d'intérêt des crédits immobiliers et donc sur une hausse de ces crédits immobiliers, puisque je le rappelle, les taux d'intérêt de ces obligations à 10 ans, les banques les regardent avec attention quand elles fixent elles-mêmes leur taux d'intérêt. Maintenant, est-ce que c'est certain, cette hausse probable des taux d'intérêt? Eh ben non, c'est là où les choses sont pas toujours aussi simples que certains veulent bien nous le dire. Non, c'est pas certain. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a constaté depuis quelques années, ça serait pas la première fois, si jamais le 12 septembre, admettons, ou dans les semaines qui viennent, certaines agences de notation baissent la note de la France, c'est pas la première fois, c'est arrivé plusieurs fois depuis quelques années, ça s'est jamais traduit, en tout cas ces dernières années, par des conséquences dramatiques telles qu'on les imaginait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les investisseurs sont pas idiots, ils ont déjà anticipé tout ça et ils n'ont pas besoin des notes des agences pour savoir que la France est dans une situation instable, qu'elle a des difficultés budgétaires et qu'elle a une dette qui s'est creusée. C'est pas un événement nouveau en soi, on le sait depuis quelques années. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Donc, il est fort possible que si jamais le 12 septembre, nous avons une baisse, si l'agence Fitch baisse la note de la France, ça n'aura peut-être aucune conséquence sur les taux des emprunts d'État à 10 ans. En fait, ça veut dire que le pire n'est jamais certain. Là encore, mon appel a toujours d'être extrêmement mesuré sur les analyses que l'on peut faire. L'instabilité politique, elle n'apparaît pas subitement en septembre 2025, pardon. Elle est présente depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc ça fait 2 ans qu'on est dans une situation, instable, on le sait bien, et donc il n'y a pas de nouveauté particulière à ça. Et les investisseurs,
ils connaissent la situation de la France et donc voilà, il y a pas d'élément cataclysmique majeur qui serait produit par la chute du gouvernement Bayrou. Ce serait un événement voilà, supplémentaire dans la suite des événements que l'on vit depuis 2 ans en termes de situation politique. En plus, il y a une chose qu'il faut comprendre, si les taux des emprunts d'État à 10 ans sont un facteur de détermination des taux des crédits immobiliers, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il n'y a rien d'automatique. C'est pas un système d'indexation que suivent absolument les banques. Pour elles, c'est un indicateur. Elles en tiennent compte pour faire fixer les taux de crédit, mais elles peuvent très bien ne pas suivre cet indicateur. Donc là encore, quand on a des discours absolument catastrophiques sur ce plan, attention, ce n'est pas parce que, imaginons en septembre, octobre, novembre, on ait une hausse subite des taux sur les les obligations à 10 ans, c'est pas parce qu'on aura ça que pour autant ça se répercutera automatiquement dans les taux des crédits immobiliers. Donc vous voyez, beaucoup de prudence par rapport à ça. Donc si je conclus sur ce dossier des crédits immobiliers, oui, il est probable que la situation politique pourrait entraîner une hausse des taux des crédits immobiliers, mais ce n'est pas certain à 100%. En revanche, si vous avez un projet d'acquisition en ce moment ou dans les semaines ou dans les mois qui viennent, alors attendez pas une hypothétique baisse des taux, parce que ça, elle arrivera pas. Ça, vous voyez, bon, je suis toujours très prudent sur les certitudes, mais imaginez qu'il y aurait une baisse des taux dans les mois qui viennent. Moi, j'y crois absolument pas. Voilà. Donc la seule chose qui peut se produire, c'est les taux restent à peu près au niveau où ils le sont actuellement, ou alors ils vont augmenter. Donc si vous avez un projet, attendez pas 5 mois pour en vous disant les taux vont peut-être baisser, je pourrais en profiter dans 5 mois. Non, il vaut mieux faire le projet maintenant, tant qu'on a des taux qui restent dans une dimension acceptable. Alors maintenant, le statut du bailleur privé, parce que c'est l'autre gros dossier sur lesquels on pourrait avoir des incidences après la chute du gouvernement Bayrou. Alors je rappelle là encore rapidement ce qu'est ce statut du bailleur privé. En juin, il y a un rapport parlementaire qui a été remis au gouvernement. Ce rapport parlementaire, je vais dire très rapidement les mesures qu'il contient, parce que j'ai déjà consacré un certain nombre d'épisodes sur cette question-là. Vous pouvez vous y reporter si vous voulez savoir un peu plus ce que contient ce statut du bailleur privé. Donc, le rapport, il est remis en juin. La ministre du Logement, elle décide que ces propositions très intéressantes seront reprises dans le projet de loi de finances pour 2026, donc intégré dans le projet de loi de finances pour 2026. Projet de loi de finances pour 2026, pour la petite histoire, qu'on doit commencer dans quelques semaines à étudier au Parlement. Et donc, vous voyez bien que là, il y a télescopage entre cette volonté de travailler sur le projet de budget pour 2026 et la chute du gouvernement et l'instabilité politique qui pourrait y avoir derrière. Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport ? L'apparition d'un amortissement en location nue. Très intéressant. Depuis des décennies, on a la possibilité de faire l'amortissement uniquement sur la location meublée. On l'ouvrirait, dans des conditions particulières à la location nue. C'est plutôt intéressant. Au final, c'est moins d'impôts à payer. Ensuite, une exonération totale d'impôts sur les plus-values au bout de 20 ans en cas de revente d'un bien. Là encore, très intéressant. Ça veut dire, si je revends plus tard, j'aurai moins de plus-value à payer que dans le système actuel. Une hausse du seuil d'abattement du microfoncier, il est aujourd'hui à 15 000 €, on le passerait à 30 000 €, et en plus de ça, on augmenterait la valeur de l'abattement qui passerait de 30 à 50%. Et une revalorisation du déficit foncier. Aujourd'hui, je peux juste imputer sur mon revenu global 10 700 € de déficit, on passerait ça à 40 000 €. Donc, dans l'ensemble, des choses extrêmement intéressantes. Et là, tout ça, ça a été salué par les acteurs de la profession, quasiment unanimement. C'est une réforme fondamentale qui est dans les tuyaux, faut pas hésiter à le dire. Mais, maintenant, il y a un risque. Le risque, c'est qu'on prenne du retard à examiner la future loi de finances. On l'a vu en 2024, fin 2024,
vu les difficultés politiques, puisque le gouvernement Bayrou a été nommé tardivement, la loi de finances n'a été votée que en février 2025, donc quasiment un mois et demi de retard. Et puis, il faut négocier avec les différents groupes parlementaires pour sauver la mise. Bon, donc est-ce qu'il contient au final obligatoirement tout ce qui avait été prévu par le gouvernement? Pas du tout. Donc si on a un changement de Premier ministre et de majorité, est-ce que tous les éléments qui étaient contenus dans le rapport seront repris? On n'en sait rien. Et ça serait pire en cas de dissolution, parce que là, on rentrerait dans une période totalement incertaine, et le statut du bailleur privé, il risquerait d'avoir du plomb dans l'aile. Bon, alors pourquoi je dis risquerait? Parce qu'il y a des éléments peut-être qui pourraient sauver ce statut du bailleur privé, qui pourraient le sauver de cette instabilité politique. François Bayrou a annoncé il y a 2 jours qu'il allait intégrer ce statut du bailleur privé dans son discours du 8 septembre, du 8 septembre, pour bien montrer à quel point il était attentif à ce qu'il y ait une politique du logement un peu plus dynamique que ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. Même s'il faut souligner, si on est assez objectif, que depuis quelques mois, il y a quand même des choses qui se passent. À ce niveau-là, on peut pas dire que il se passe rien. Là encore, je détaille pas ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon, pour moi, l'intérêt il est limité, parce qu'on a quelqu'un. Si Bayrou tombe dans les heures qui suivent son discours du 8 septembre, quel est l'intérêt d'avoir mis en avant le statut du bailleur privé dans son discours? Ça a pas beaucoup de conséquences. Bon, si ce n'est montrer que il y a une volonté politique de développer ce statut du bailleur privé. L'autre élément peut-être plus intéressant, c'est que depuis le début, on a des mesures dans le cadre de ce statut du bailleur privé qu'on peut qualifier de transpartisanes. Alors c'est quoi des mesures transpartisanes? Ça veut dire qu'elles ne sont pas l'émanation exclusive d'un seul groupe parlementaire, d'un seul groupe politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'unanimité. Bon, je mets des guillemets, unanimité, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, il y a une forme de où tout le monde se retrouve en fin de compte en disant oui, il y a des choses qui pourraient nous permettre d'avancer sur la politique du logement. Et là, sur ce statut du bailleur privé, c'est plutôt assez partagé par l'ensemble des groupes parlementaires. Donc, c'est pas parce qu'on aurait une instabilité politique que pour autant ça enterrerait définitivement ce statut du bailleur privé. Donc moi c'est peut-être ma note d'espoir par rapport à ça. Bon pourquoi? Parce qu'il y a une situation du logement qui est quand même pas très très brillante, et là on a quand même des outils qui permettraient non pas de sauver du jour au lendemain la situation du logement, parce que les choses vont beaucoup plus lentement que cela, mais en tout cas je pense que toutes les forces politiques aujourd'hui sont assez d'accord sur cette urgence à agir, et ça c'est très intéressant. Alors en conclusion, on voit bien qu'on a une actualité à surveiller avec beaucoup d'attention, en particulier les notes des agences internationales qui vont se produire entre le mois de septembre et le mois de décembre, l'évolution des taux des crédits immobiliers, et aussi voir quelles sont les prises de position des uns et des autres sur ce statut du bailleur privé, de manière à ce qu'il ne soit pas mort et enterré définitivement. Et là, c'est un peu à nous aussi de nous bouger à travers peut-être des messages à adresser à nos parlementaires, etc., en leur montrant bien que nous autres citoyens, nous sommes attachés à un certain nombre de mesures, et que on n'est pas sur le bas-côté à regarder ce qui se passe, qu'on est aussi partie prenante, on est aussi acteur, et on peut faire pression à son niveau. Alors pression de manière sympathique et légale, j'entends bien, faire pression auprès de nos élus pour leur montrer qu'on a une certaine acuité, une certaine attention sur ces problématiques. Maintenant, 2-3 informations avant de terminer. Je fais maintenant pas tous les jeudis soirs, je le fais tous les 15 jours, mais toutes les 2 semaines, le jeudi soir à 20h30, je fais un live sur Twitch, sur YouTube et sur LinkedIn, donc est retransmis en direct. J'y aborde des questions d'actualité à travers une revue de presse de l'immobilier,
Et le prochain live, le jeudi 11 septembre, là, j'aurai un invité. Et cet invité, vous pourrez notamment lui poser des questions. Je vais dialoguer avec lui dans le domaine de l'investissement. C'est Benjamin Lecomte. C'est un jeune investisseur. Il nous partagera ses méthodes, ses difficultés, ses approches concernant l'investissement immobilier. Et si vous suivez cela, vous pourrez lui poser ou me poser des questions en direct. Voilà. Cet épisode est terminé. Je vous dis à très bientôt.